Ce soir, nous avons un thème qui est celui du contrat thérapeutique et dans le libellé de ce live, j'y avais mis: «Comment aborder le contrat thérapeutique avec un enfant et son parent?» Pour aborder ce sujet, on va se donner comme d'habitude à peu près 30 minutes et puis ensuite, s'il y a des questions, je prendrai 5, 10, 15 minutes maximum pour répondre à vos questions. Ce qui fait qu'on va être ensemble pendant à peu près 45 minutes au maximum, donc jusqu'à 21h30. Pour les personnes qui me posent la question, oui, il y a bien un replay, comme toutes les autres vidéos que j'ai faites en live. Elles sont sur le groupe Facebook et elles sont aussi sur ma chaîne YouTube. Je suis en train progressivement de les mettre euh, toutes, une à une, sur ma chaîne YouTube. Comme ça, c'est encore plus facile d'y accéder. Donc bonsoir à vous, merci d'être là. Et puis, je vous propose qu'on démarre par, donc pour le sujet du contrat thérapeutique, par une définition déjà. De ce que c'est, ce fameux contrat thérapeutique, on m'a déjà même demandé si c'était un contrat écrit. Eh bien non, parce que le contrat thérapeutique, c'est bien un engagement verbal entre nous, sophrologues, un enfant et son parent qui accompagne l'enfant généralement pour cette première séance. Et ce contrat thérapeutique, il va poser les bases de l'accompagnement sophrologique avec l'enfant. C'est un des aspects de la première anamnèse qui est vraiment très important parce qu'il va contribuer fortement à installer cette alliance thérapeutique triangulaire, cette alliance dont j'ai déjà parlé dans le live précédent sur le sujet du parent. Mais évidemment, le contrat thérapeutique va être super important parce qu'il va vraiment pouvoir contribuer à rassurer l'enfant et le parent et donc à favoriser une bonne alliance pour toute la suite de l'accompagnement. Voilà déjà pour la définition, pour poser la base de ce que c'est ce contrat. Maintenant, à quel moment aborder le contrat dans votre séance? Évidemment, ça va être à la toute première séance, quand vous allez recevoir pour la première fois l'enfant et le parent. Pour ma part, le contrat, je l'aborde pas à la fin de l'anamnèse, je l'aborde, on va dire au milieu de l'anamnèse. Donc ça aussi, si vous avez vu des précédents lives, vous verrez un petit peu mon mode opératoire, qui est peut-être pas le même que tout le monde, mais en tout cas qui fonctionne à mon sens. Je déroule un certain nombre d'items dans ma collecte d'informations. Donc je questionne sur l'objet de la visite, sur le traitement médical éventuel, sur l'état de santé, sur les douleurs éventuelles, sur la vie familiale, éventuellement sur la vie scolaire, si c'est ça l'objet de la visite. Et ensuite, à un moment donné dans cette collecte des infos, quand j'estime avoir à peu près, je sais pas, pardon, 50 à 60% de mes informations, là, j'enchaîne directement avec ce contrat thérapeutique en demandant: «Est-ce que vous savez ce qu'est la sophrologie? Oui, non?» Et bien là, voilà, si c'est non, c'est parti, j'explique. Et pourquoi je fais ça? C'est parce que, eh bien, j'ai le parent et j'ai l'enfant qui sont là, qui sont, on va dire captifs parce qu'ils sont là depuis pas longtemps, donc pas encore trop fatigués avec trop d'infos. Et surtout, ça permet de donner les mêmes informations aux parents et à l'enfant en même temps. Une fois que j'ai fait ce contrat thérapeutique, à ce moment-là de la séance, je propose à l'enfant, s'il est d'accord, ainsi qu'à son parent, de continuer tous les 2. Et comme je l'ai déjà dit dans d'autres lives, à ce moment-là, je continue ma collecte des infos. Je vais aller collecter un peu plus en détail sur la problématique, sur ses impacts, sur les ressources, les aversions, et sur la définition de l'objectif que je fais seulement avec l'enfant. Donc voilà comment je m'y prends, et c'est volontaire, vraiment c'est volontaire de m'y prendre de cette manière parce que j'ai remarqué que, ça avait plus de sens pour moi et pour les personnes que je suivais, à ce moment-là, d'entendre ces informations-là, avec encore de la concentration, avant qu'on continue, juste à 2 avec l'enfant. Voilà, donc je ne sais pas si vous faites déjà comme ça ou si vous faites différemment. Je dis pas que c'est mieux ou que c'est moins bien, mais en tout cas pour moi, ça fonctionne bien comme ça. Donc
Ce contrat thérapeutique, il est donc, verbal. Il est abordé, durant l'anamnèse de la première séance, pour ma part, à peu près au milieu de l'anamnèse. Ensuite, l'objectif est défini avec l'enfant et maintenant, si on parle de qu'est-ce qu'il y a dans ce fameux contrat thérapeutique? Bah, il y a plein de choses qui composent le contrat thérapeutique. Ce qui est intéressant et un challenge aussi quand on reçoit un enfant, c'est que le contrat, il va s'adresser à la fois à l'enfant et à la fois aux parents. Donc là où il faut être habile, c'est qu'il faut réussir à s'exprimer clairement et de manière accessible pour l'enfant, en priorité pour l'enfant, mais en même temps, il faut être, suffisamment, heu, habile pour, rassurer aussi le parent, qui va nous laisser son enfant pour qu'on l'accompagne sur X séances. Donc bonsoir, je vois que ça continue d'arriver. On a commencé depuis quelques minutes déjà, mais voilà, on est encore dans le début. Et puis bonsoir à Nadine qui est là. Hem, donc les composantes du contrat, si on revient un petit peu dessus, j'en ai listé quelques-unes que je vous présente et puis je vous présente comment je m'y prends moi pour les formuler. Hem, donc évidemment, s'ils ne connaissent pas la sophrologie, bah, je leur dis que je vais leur expliquer avec des termes, clairs, ce que c'est, comment ça fonctionne et à quoi ça pourra servir à l'enfant. Donc je m'adresse vraiment à l'enfant. Et là, je leur dis à tous les 2 qu'évidemment, s'ils ont des questions en cours de route, ils pourront me les poser, qu'on est là pour ça. Et donc je commence par définir ce qu'est la sophrologie. Par exemple, la sophrologie, je m'adresse à l'enfant, va te permettre de diminuer, ton stress, si je vois qu'il vient pour le stress. Ou va te permettre de mieux gérer tes émotions, si je vois qu'il vient, par exemple, pour des crises de colère. Ou encore, la sophrologie va te permettre de prendre confiance en toi à l'école si je vois que ce qui l'amène, c'est un souci de confiance dans le domaine scolaire. Donc, d'une manière très courte et très simple, en gros, je lui fais entendre que la sophrologie peut répondre à sa demande, si évidemment c'est le cas. Si c'est pas le cas, je lui dis. Euh, et ça, c'est plutôt adressé à l'enfant. Et puisque dans cette grande boîte de ce que c'est la sophrologie, on a aussi les limites de la sophrologie, c'est-à-dire ce qu'elle n'est pas. Et en l'occurrence, ce qu'elle n'est pas, je vais le dire aux parents et je vais aussi le dire à l'enfant. Mais on va dire que c'est plutôt orienté pour le parent. Exemple, par contre, la sophrologie ne permettra pas d'arrêter ton traitement si toutefois c'est un enfant qui a un traitement. Ou alors, si c'est un enfant qui vient pour des crises de colère et il y a le parent qui n'en peut plus et qui me dit moi j'en peux plus qu'il se mette en colère, j'en ai marre, et ben je vais dire à tout le monde, la sophrologie ne te permet, c'est pas ça qui va faire que tu ne ressentiras plus de colère ou plus d'émotions désagréables. En revanche, c'est ça qui peut faire que tu arriveras à mieux gérer cette colère. Ou par exemple, si je vois qu'il y a un enfant qui a du mal à gérer ses émotions, crise de frustration, et le parent n'en peut plus et me dit: «Bah, mon enfant, il est pas sage et je voudrais qu'il soit sage avec la sophrologie», et donc là, clairement, je lui dis: «La sophrologie, ce n'est pas ça qui va faire de votre enfant un enfant sage tous les jours. Ce n'est pas ça l'objectif». Donc il va falloir être très clair sur ce que ça permet et ce que ça permet pas, tout en le disant évidemment avec bienveillance, mais avec, une grande transparence. Donc dites-moi si jusque-là ça résonne ou pas? Donc, c'est vraiment très, très court. Cette définition est très courte. Après, j'enchaîne avec, bah, combien de temps va durer un accompagnement sophrologique? Donc je leur dis, une fois que je lui ai dit: «Ça va répondre à, ça va réguler ton sommeil», par exemple. Mais ça ne va pas faire que tu vas arrêter le traitement, des médicaments ou des somnifères que tu prends, pour bien dormir, imaginons, même si c'est un enfant. Et là, je vais lui dire: «La sophrologie, c'est une méthode assez courte. Donc nous, on va être amenés à se voir, à peu près 6 séances ou environ 6 à 8 séances, et puis, on verra comment ça évolue en fonction de, bah, heu, ton évolution vers cet objectif qu'on va fixer ensemble tout à l'heure».
Voilà, très court, en général, 6 à 8 séances, c'est à peu près ça, la fourchette de temps qu'on peut avoir avec un enfant, parce que ça va un petit peu plus vite qu'avec un adulte. Mais je dis toujours que, c'est adaptable et que c'est flexible en fonction de comment ça va évoluer en cours de route. Donc ça, c'était dans la grande boîte de ce que c'est la sophro, bah, ce que c'est pas, combien de temps ça dure, un accompagnement. Et puis après, il y a en gros le quatrième point, c'est, le déroulé d'une séance. Comment on peut expliquer à un enfant ce qu'on va faire dans la séance d'une manière simple et accessible. Généralement, je dis aux 2, donc parents et enfants: «Maintenant, je t'explique ce qu'on va faire dans une séance. Ça va se passer en 3 étapes. Dans la première étape, eh bien, nous aurons toujours des jeux qu'on va faire ensemble, dans lesquels nous allons bouger, c'est-à-dire qu'on va faire des mouvements, on va mettre le corps en mouvement et on va respirer. Là, je lui dis souvent, on sera debout, parfois on sera assis, ce sera toujours des choses un petit peu dynamiques. Et quand on aura fini ces petits jeux où on va bouger, où on va respirer, ensuite il y aura un temps calme dans lequel moi je te raconterai une histoire. Donc voilà. Je précise que pendant l'histoire, toi, tu seras bien installé dans ce fauteuil et tu n'auras rien d'autre à faire que d'écouter l'histoire. Et souvent, tu seras un personnage de l'histoire. Et tu verras, ce sera une histoire différente à chaque fois, mais elles auront toutes pour intention de te faire du bien. Et je précise, une fois qu'on aura terminé l'histoire, dans la dernière étape de la séance, eh bien, tu pourras me dire comment tu t'es senti dans ton corps, si tu as pensé à des choses dans ta tête, si tu as ressenti des émotions. Tu pourras me dire ce que tu as apprécié ou pas de faire dans la séance. Et ça, tu pourras me le partager avec des mots ou avec un dessin si tu veux dessiner. Donc voilà un petit peu comment on peut présenter le déroulé d'une séance d'une manière assez simple à un enfant et à son parent. Mais du coup, vous l'aurez compris, je m'adresse plutôt à l'enfant et surtout, je fais attention tout au long de ce contrat de valider que l'enfant comprenne bien ce que je dis. Dites-moi si ça va ou pas, parce que du coup, je vous vois pas trop réagir et je vous vois pas moi, donc voilà, je sais pas trop. S'il y a des questions, en tout cas, par rapport à ce que je dis, évidemment, posez-les. Je réponds peut-être pas forcément tout de suite, mais je vais y répondre juste après. Donc, une fois qu'on a défini la sophro, ce que c'est, combien de temps ça dure et comment on s'y prend dans une séance pour faire de la sophrologie, et bien ensuite, il y a une autre grande boîte qui est celle des engagements. Les engagements, c'est très important dans le contrat thérapeutique avec un enfant et son parent. Merci, si c'est très clair, tant mieux. Et là, en fait, dans les engagements, c'est là qu'il faut être particulièrement limpide dans ce fameux contrat. Donc je vais, les détailler un à un, ces fameux engagements. J'en ai listé 5 ou 6, à mon sens, qui sont, importants, d'aborder. Le premier, c'est l'engagement de confidentialité et du coup, ça rejoint à pourquoi, je présente cet engagement-là à ce moment de l'anamnèse. Bah, parce qu'il y a le parent qui est encore là. Donc je lui dis: «Maintenant que vous savez ce qu'est la sophrologie, comment ça va se passer une séance, eh bien je vous propose, voilà, je vous partage, mes engagements et vous partage aussi les vôtres parce que vous, vous en aurez aussi de votre côté. Mon premier engagement, c'est que je ne pourrais pas, donc là je regarde le parent et je lui dis: «Je ne pourrais pas vous dévoiler le contenu des échanges avec votre enfant, étant donné que j'ai un engagement de confidentialité». Et donc ça veut dire que, je ne pourrai pas vous dévoiler le contenu de nos échanges. En revanche, quand vous reviendrez à la fin de la séance, je pourrai vous informer de ce qu'on a fait, donc de la pratique qu'on aura eue, de l'entraînement éventuellement que votre enfant aura programmé
Et du coup, là, je regarde l'enfant et je lui dis: «Ça veut dire que tu peux t'exprimer librement ici. Moi, je ne suis pas là pour aller répéter à ton papa ou à ta maman ce que tu vas me dire». Donc ça, déjà, c'est clair. Ça veut dire que le parent, il entend que, c'est pas forcément, à propos de venir à la pêche aux infos après ou même en dehors des séances, et du coup, quand je le pose ça, eh bien, ça n'arrive jamais. C'est toujours respecté. Donc premier engagement, confidentialité, faire entendre à l'enfant qu'on n'est pas là pour aller répéter à papa ou maman tout ce qu'il nous aura dit, derrière son dos. Le deuxième engagement, c'est celui de la bienveillance et du non-jugement. Alors moi, je le formule de cette manière. Je lui dis, «Moi, j'ai un engagement de bienveillance. Ça veut dire que je t'accueille ici dans mon cabinet comme tu es. Tu, tu peux être libre de dire ce que tu veux, et moi, je ne suis pas une maîtresse. Je ne vais pas te mettre des notes. Je ne vais pas te dire que ce que tu me dis, c'est bon ou c'est mauvais, que c'est bien ou c'est mal. Voilà, je suis pas là pour te juger, donc tu peux être libre d'être toi-même». Et ça, c'est extrêmement rassurant à entendre pour un enfant, mais c'est aussi extrêmement rassurant à entendre pour un parent qui nous confie son enfant. Généralement, ça allège un petit peu le plus ça va, plus ça les allège. Une fois que ça c'est dit, je passe à un troisième engagement, c'est celui de l'entraînement. Alors l'entraînement, comment on peut l'aborder avec un enfant? Eh bien, par exemple, en sophrologie, c'est un petit peu comme en sport. Alors notamment s'il fait du sport, bah, je me base là-dessus, ou si l'enfant fait de la musique, ou si j'ai eu l'info qu'il faisait autre chose qui demande un entraînement. Donc là, je lui dis: «Plus tu deviens fort, plus tu t'entraînes, plus tu deviens fort dans ton sport». Eh bien, c'est pareil ici. Plus tu refais en dehors ce qui t'a fait du bien ici, plus vite tu pourras réaliser ton vœu et te sentir bien. Et là, je lui dis: «Bah, voilà, moi, je vais mettre des choses à ta disposition pour que tu puisses refaire des choses qui t'auront fait du bien chez toi, par exemple. Mais vu que je ne suis pas une maîtresse, eh bien, c'est pas moi qui vais te donner des devoirs, c'est toi qui vas choisir ce que tu veux refaire, quand tu veux le refaire et où». Et voilà, l'engagement d'entraînement, il est posé. Après, il n'y a plus qu'à voir ce que l'enfant veut refaire et quels moyens on met à sa disposition, mais en tout cas, dans le contrat, il est posé. Alors, Katia, comment je peux rassurer un enfant ado qui a peur que ce soit une thérapie? Bien, moi, je le présente comme une thérapie et je vois pas ce qui peut, être négatif, en fait, dans la mesure où ça va l'aider à dépasser, un problème ou un blocage ou donc à la limite, il faut peut-être pas utiliser ce mot-là, mais dans ce cas-là, utiliser des synonymes. C'est une technique qui va, c'est un ensemble de pratiques ou c'est une méthode qui va, te permettre de faire ci, faire ça. Peut-être plus lui parler de son but et pas forcément, d'une thérapie. Alors, est-ce que le fait qu'il a peur que ce soit une thérapie, c'est parce qu'ils doivent parler, par exemple? Voilà, qu'est-ce qu'il y a comme peur derrière, en fait? Dans ce cas-là, il peut-être qu'il y aura peu d'échanges verbal, mais que la «thérapie» entre guillemets peut aussi fonctionner, sur cet enfant. Je ne sais pas. Désolée, ma réponse est pas forcément précise du coup, parce que j'ai pas forcément le contexte. Hem, 4e engagement, celui de la ponctualité. Donc celui-là, il vaut pour nous, sophrologues, mais il vaut aussi pour les enfants et les parents qu'on va recevoir. Donc moi, je leur dis: «Bah, voilà, mon autre engagement, c'est celui, d'être ponctuel à nos rendez-vous, de vous prévenir en cas d'imprévu et de la même manière», et là, je regarde plutôt le parent, «j'attends de vous le même engagement, c'est-à-dire que vous puissiez me prévenir si vous êtes en retard ou annuler un rendez-vous dans un délai de 48 heures maximum avant le rendez-vous, auquel cas, logiquement, ce rendez-vous sera dû». C'est pas forcément fait dans, la réalité, mais c'est entendu, en tout cas, pendant le contrat.
Alors Katie, oui, c'est ce que je disais. J'explique ce qu'on a travaillé en séance aux parents à la fin pour qu'ils comprennent bien. Oui, oui, je leur dis, bah voilà, aujourd'hui, notre intention de séance, c'était talali nanana. Et pour faire ça, on a eu différentes pratiques. On a fait le dragon, le volcan, le pompage des épaules, le polichinelle et une histoire qui a permis de talali nanana. Votre enfant m'a dit qu'il envisageait de refaire telle et telle pratique, voilà, à tel moment, pour telle intention. Voilà grosso modo ce que je dis et après, je demande aux parents s'il a des questions. Évidemment, logiquement, c'est pas des questions qui vont intruser le propos et c'est très rare que ce soit des questions qui justement soient à la pêche aux infos. C'est plus des questions d'ordre pratique, quoi. Et par rapport à l'entraînement, souvent je dis à l'enfant: Est-ce que tu te souviens de, ce que tu m'as dit vouloir repratiquer?» Exemple, il m'a dit: «Le karaté». Et là, il y a le parent, du coup. Donc s'il me dit: «Oui», je dis: «Alors comment on fait?» Et là, il explique à voix haute, voire même il montre et comme ça le parent peut aussi regarder pour éventuellement être un relais à la maison. Donc j'espère que ça répond à la question. Mais oui, oui, c'est exactement comme ça que je m'y prends en tout cas. Donc on a vu, confidentialité, on a vu, bienveillance, non-jugement, on a vu l'entraînement, on a vu la ponctualité. À mon sens, dans le contrat, c'est important de poser le fait qu'on ait une obligation de moyens et non de résultats. C'est pas vraiment un engagement, mais à mon sens, c'est quand même important dans le sens où on peut dire, voilà, moi je vais mettre à disposition de votre enfant tous les outils pour qu'il puisse atteindre son objectif. Néanmoins, le résultat ne dépendra pas que de moi. Ça va dépendre de sa réceptivité, son implication, de son entraînement. Mais voilà, vous pouvez compter sur moi en tout cas pour lui proposer tous les outils en ma possession pour qu'il arrive à atteindre son objectif. Ok, merci Katie. Donc voilà pour cette obligation de moyens. C'est important de le poser à mon sens parce qu'il peut y avoir des parents qui ont beaucoup d'attentes. Dans le live précédent, si vous l'avez pas vu, j'abordais la présence du parent dans la séance et parfois le parent qui peut être en détresse ou très anxieux de la problématique de son enfant et en attente de résultats très faciles ou concrets. Et du coup, là, ça va permettre de tempérer un peu ses attentes et de revenir à quelque chose de plus réaliste. Voilà. Parce qu'on aura beau tout proposer, si l'enfant est un peu réfractaire ou qui pratique pas du tout ou il n'est pas très impliqué, et ben malheureusement, il se passera peut-être pas grand-chose. Et pourtant, nous, on aura fait de notre mieux. Voilà pour le cinquième. Je sais pas si ça fait sens ou pas, mais voilà. De la même manière, s'il y a des questions, dites-moi. Et puis, je me mets en option l'engagement d'adaptabilité, parce qu'à mon sens, ça va de soi, mais si je vois qu'il y a un enfant qui a des troubles particuliers, exemple physique, je sais pas, un trouble de la mobilité, ou alors une déficience peut-être, ou alors d'autres troubles qui vont faire que l'adaptabilité devrait être plus grande, eh bien évidemment, je rajoute cet engagement d'adaptabilité en disant je m'engage à adapter tout ce que je vais te proposer à toi et aux contraintes éventuelles que tu as, comme par exemple la cheville cassée ou une déficience visuelle ou quelque chose comme ça. Évidemment, dans ce cas-là, ça a du sens de le dire, ça va rassurer l'enfant et ça va rassurer le parent. Voilà pour ce qui, pour moi, fait sens dans les modalités, enfin dans les composantes du contrat thérapeutique. Et donc à ce moment-là, c'est une sorte d'alternance entre regard vers le parent et propos plus vers le parent, regard vers l'enfant, propos plus vers l'enfant, et tout le monde a les mêmes infos au même moment.
J'y viens du coup pour la fréquence Céline, donc bien vu. Si on parle maintenant de la, dernière grande rubrique de ce contrat, c'est tout ce qui concerne les modalités pratiques, donc les durées des séances, la fréquence des séances, le tarif, les mutuelles, prise en charge, tout ça. Hem, alors moi je leur dis: «Bah, voilà maintenant, dernières informations à vous donner, les séances vont durer à peu près 45 minutes, ça va dépendre de l'âge. Si c'est un enfant, je vais plutôt dire 45 minutes à 5 ans. Si c'est un enfant de 10-11 ans, je vais peut-être plutôt dire 1 heure. Ensuite, je vais leur dire la fréquence idéale, c'est une fois par semaine, tout du moins au démarrage de l'accompagnement, pour faire baisser soit les émotions désagréables, soit ce niveau de stress. Mais dans tous les cas, je vais m'adapter à la fréquence qui est possible et idéale pour vous. Voilà comment je le présente. Et souvent, je rajoute néanmoins, plus nous, comment nous espaçons les séances, plus ça rallonge la durée de l'accompagnement. Donc voilà, c'est un choix, que je vous laisserai libre de faire et moi je vais m'adapter à ce qui est bon pour vous. Donc pour répondre à la question, la fréquence des rendez-vous, est-ce qu'elle est différente de celle des adultes? Elle est à mon sens pas différente, non. C'est grosso modo la même chose. Pour ma part, c'est souvent les 2-3 premiers rendez-vous une fois par semaine et après, en général, on espace à une fois toutes les 2 semaines. Mais ça reste des généralités. Parfois, c'est un peu plus et parfois ça reste toutes les semaines. Je vais répondre à la question de Sheila qui est très intéressante, juste après. Hem, donc la fréquence, je l'aborde de cette manière et ensuite, bah, évidemment, j'aborde le tarif. Bah, le tarif, il est de X euros par séance que vous pourrez régler par chèque, par carte ou par espèce et je vais vous faire parvenir par email des factures pour que vous puissiez demander une prise en charge auprès de votre mutuelle. À chaque fin de grande rubrique dans le contrat, c'est-à-dire à la fin de la définition de la sophro et des limites, à la fin des engagements, à la fin des modalités, je demande aux 2 si, s'ils ont, des questions. Voilà, pour valider que c'est bien OK en cours de route et qu'ils restent pas avec quelque chose qui n'est pas compris ou avec des doutes. Et puis à la toute fin, bah, voilà, maintenant que je vous ai, tout expliqué, est-ce qu'il y a des dernières questions? Oui, non. Si c'est non, est-ce que vous êtes d'accord avec, voilà, ce contrat entre nous? Oui, non. Alors Sheila, comment ça se passe si l'enfant ne semble pas vouloir adhérer au contrat? C'est possible, parce que pour le moment, c'est très théorique, il a rien expérimenté encore. Donc ça me paraît même tout à fait légitime qu'il ait encore des doutes et qu'il se dise: «Ouais, bon, on verra bien». Peu importe, c'est posé et ce qui va éventuellement le faire adhérer, c'est la pratique après, c'est la découverte et puis c'est les autres séances où il va peut-être voir que ça lui fait du bien et là, il va se dire: «OK, bon allez, c'est bon». Mais ça peut arriver que, dans la première séance, l'enfant ne soit pas forcément convaincu encore parce que c'est tout nouveau et l'alliance n'est pas encore vraiment en place. Mais au moins vous l'avez posé et c'est important de l'avoir fait. Alors Katia, je suis un peu en décalage. En fait, c'était une ado qui avait l'impression qu'il y a quelque chose qui cloche chez elle et sa maman voulait l'emmener chez une psy. Ah oui, d'accord. OK. Donc voilà, bah dans ce cas-là, c'est à vous, sophrologue, de dire que vous n'êtes pas une psy, que ça ne fonctionne pas de la même manière, que ici, bah, ça sert à ça. Donc on va pas forcément aller chercher le pourquoi, mais plus aller voir le comment dépasser un éventuel souci. Et que ça marche de telle et telle manière, voilà, pour bien poser, les choses et la rassurer peut-être qu'elle comprenne que ça marche pas pareil. Ce qui est d'ailleurs, ni mieux ni moins bien, mais en tout cas si ça lui fait peur là, l'idée c'est de la rassurer. Une fois que le contrat est fait, et bien évidemment ce contrat, je le rappelle, dès que ça semble nécessaire, en fonction des réactions de l'enfant. Par exemple, s'il revient à la deuxième séance, troisième séance, quatrième séance en me disant: «Bah non, j'ai pas du tout pratiqué», je lui dis: «Tu te souviens, le premier jour, je t'avais dit
Plus tu t'entraînes, plus tu deviens fort. Bah, voilà, c'est pour ça que, bah, moi je te propose, de t'entraîner avec, les exercices qui t'ont vraiment fait du bien. Mais on va le rappeler. On peut pas le forcer, mais on va le rappeler. Ou si on a un parent au bout de la 2 3e séance qui vient et qui nous dit: «Bah, dis donc, pour l'instant, non, il y a aucun changement, il se passe rien, est-ce que c'est normal?» «Oui, c'est normal, rappelez-vous, c'est un processus, ça va se faire en plusieurs séances. Voilà, il y a plusieurs étapes, donc faites-nous confiance». Je le répète par rapport au live précédent, mais là, les maîtres mots, c'est vraiment, d'être transparent, de rester à l'écoute, d'être très clair et et évidemment toujours dans la bienveillance. Et logiquement, si on fait ça, ben, on a un parent qui a compris, qui est rassuré, qui va accepter ensuite de laisser son enfant expérimenter pour la suite de l'anamnèse et puis pour la découverte. Et puis on a un enfant aussi qui, aura compris que, bah, c'est pas comme à l'école, c'est pas comme chez le psy non plus et que, voilà, il va y avoir des choses qui vont se passer de telle et telle manière, mais que ça va servir, à atteindre un objectif qu'on va définir juste après. Et du coup, ça fait déjà 30 minutes que je vous parle, donc voilà, c'est vite passé. Donc maintenant, s'il y a des questions, beh, il nous reste, allez, une petite quinzaine de minutes maximum pour, que j'y réponde du mieux possible. Donc voilà, n'hésitez pas, je vous lis et puis, je les prends une par une et j'essaie de vous répondre. Merci Nadine, c'est clair. Bon, alors peut-être que vous êtes en train d'écrire et que ça prend un petit peu de temps pour arriver ou peut-être qu'il y a pas de questions et s'il y a pas de questions, bah, ça veut dire que c'est peut-être clair, je sais pas. C'était très clair. OK, bon super. Encore une fois, je prétends pas, avoir la vérité universelle, mais vu que je suis des enfants depuis 2016 et que j'ai testé différentes manières d'aborder l'anamnèse, d'aborder le contrat, j'ai pu faire des, comparaisons et voir, ce qui «marche le mieux» entre guillemets. Donc voilà, maintenant je peux vous donner mon retour d'expérience. Peut-être que vous, vous ferez une autre expérience, mais en tout cas la mienne c'est ça et si vous abordez le même angle que moi, bah, n'hésitez pas aussi à me partager un peu comment ça se passe pour vous. Mmh, comment faire quand l'enfant ne répond pas, n'échange pas? J'ai abordé ça dans un autre, live, de l'anamnèse. Donc comment mener une anamnèse avec un enfant, Stéphanie? Du coup, je vais peut-être vous rediriger vers cet autre live parce qu'il y a des techniques qu'on peut utiliser, mais du coup, je vais peut-être pas les redévelopper ici. Comment on fait pour calmer un enfant de 5 6 ans qui bouge dans tous les sens? Mmh. Alors, j'aurais bien envie de dire, de vous répondre par une blague, mais non, on va pas l'assommer. On va peut-être, essayer de le capter avec, si c'est pas par la pratique, ça peut être de le capter par, un objet, par exemple. Généralement, il y a des choses qui marchent bien. Lui mettre entre les mains un sablier de slime en lui disant: «Ah tiens, regarde ça, est-ce que tu connais?» Hop, souvent ça va capter l'attention sur l'objet et ça va permettre de faire retomber un peu l'énergie. Ou lui dire, «Tiens, regarde, ballon de respiration». Voilà. Ballon de respiration, tu sais comment ça fonctionne? Tu sais ce que c'est ça? Regarde, je te montre 3 fois et maintenant c'est à toi. Voilà, de lui donner une sorte de mission en fait, peut permettre de canaliser l'énergie, si toutefois tout le reste n'a pas suffi. Après, un enfant de 5 6 ans qui bouge dans tous les sens, il faut voir aussi s'il y a un éventuel, je sais pas, trouble, un TDA ou quelque chose. Qu'est-ce qui fait qu'il y a une énergie qui déborde comme ça?
Voilà. En c'est à tester et souvent ça peut aider. Bien, il me semble qu'il n'y a pas d'autres questions. Alors je refais un petit tour pour être sûre. C'est clair, bon super. Bah, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose qu'on s'arrête là pour ce soir.